4 juillet 2022, 15h04. Il faisait 38 degrés sur le béton du port, une chaleur à crever qui faisait trembler l'air au-dessus du bitume. Ça sentait la poudre, le sang de Crimo qui se mélangeait à la poussière et la gomme brûlée de notre Clio qu'on avait poussé trop fort. Mon pote hurlait par terre, une plainte animale, et moi, j'y étais aveuglé par le soleil et la vérité. Pour une calache à 2000 balles, on venait de signer notre arrêt de mort. Écoute-moi bien. Avant que cette vidéo soit censurée, avant que les algorithmes la fassent disparaître, abonne-toi et partage-la maintenant. Fais-le tourner. Les Schmitt et la justice, ils veulent effacer cette histoire. Ils veulent me faire taire pour de bon. Ils ne veulent pas que tu saches comment ils travaillent vraiment, comment ils te montent un piège si parfait que tu te jettes dedans la tête la première. C'est ta seule chance de voir l'envers du décor. Voilà. Maintenant que t'es des nôtres, que tu fais partie du cercle, je peux tout te raconter sans filtre. Oublie la version des journaux, oublie le reportage de BFM. Je vais te donner la vraie histoire, celle qui pue la sueur et la peur. On va revenir 2 heures avant le carnage, à l'époque où on se croyait encore les rois de Marseille, intouchables sur nos trônes en plastique de T-Max, avec la Méditerranée comme royaume. 2 heures avant, le monde m'appartenait. Je pilotais mon T-Max 560 Tech-Max sur l'avenue du Prado. Le moteur ronronnait comme un fauve satisfait. Le soleil tapait fort, mais je sentais que la brise marine, cette caresse salée qui te fait croire que tout est possible à Marseille. Chaque coup d'accélérateur était une affirmation de ma puissance, un message envoyé à la ville entière. J était Yanis, le sec, un soldat respecté de la DZ Mafia, et la peur, je ne la connaissais pas. J était jeune, j'avais la dalle, et le réseau me donnait tout. L'oseille, le respect, les filles. On avait la agra, cette arrogance des mecs qui partent de rien et qui pensent avoir tout conquis. On se sentait invincible, une armée de l'ombre qui contrôlait les rues, les tours, les caves. Chaque regard baissé devant nous était une victoire. Chaque sirène lointaine, un son familier qui ne nous concernait plus. On était au-dessus des lois des hommes. On avait les nôtres. Ce jour-là, J était habillé pour le succès, comme d'habitude. Survêtement de l'OM, celui de la saison 2021, noir et bleu, propre. Mais TN, requin, blanche, était immaculée, pas une seule trace sur le cuir. La sacoche Gucci en bandoulière contenait le strict minimum. Mon téléphone crypté et les clés du scooter. J était l'image même du mec de la cité qui a réussi, celui que les petits regardent avec des étoiles dans les yeux sans voir le prix à payer. La mission était tombée le matin même, un ordre direct des grands, un plan facile, un charbon propre et rapide. Il fallait juste livrer une arme à un nouveau client. Je suis descendu dans une cave de la Castellane, une de nos planques. L'air était humide. Ça sentait la terre et la résine de cannabis. La Kalachnikov était là, posée sur une couverture, huilée et prête. Une AKM roumaine, belle et mortelle, le symbole de notre autorité dans les quartiers. Je l'ai prise en main. Elle était lourde, froide. Le poids du métal te donne une confiance malsaine, une sensation de pouvoir absolu. Pour nous, ce N était pas juste un fusil. C était un sceptre. Celui qui tenait la calache faisait la loi. La transaction était simple, un client, un vieux, qui voulait s'équiper. 2000 € net dans la poche avant le coucher du soleil. Une affaire en or, sans risque. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment précis. Crimo m'attendait dans la Clio 4. Le moteur tournait déjà. C était mon partenaire, mon frère de galère. Plus impulsif que moi, mais fiable. On était l'équipe parfaite. Moi, le cerveau froid, lui, les muscles. On a mis la calache dans le coffre, bien enveloppé. En partant de la cité, le rap à fond dans la voiture, on se sentait comme des acteurs dans un film de gangsters, ignorant que le scénario avait été écrit par d'autres, et qu'on était les seuls à ne pas connaître la fin. Le 14 juillet 2022, il était 15h04. 38 degrés cognaient sur le béton du port, une chaleur qui faisait onduler l'air au-dessus du bitume. L'atmosphère puait la poudre, le sang de Crimo qui s'épaississait dans la poussière et la gomme cramée de notre Clio poussée à bout. Mon pote gueulait au sol, un cri de bête blessée, pendant que le soleil m'aveuglait. Pour une calache à 2000 €, on venait de signer notre propre condamnation à mort. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Avant que les puissants ne suppriment cette vidéo, avant que leur système ne l'enterre, abonne-toi et fais tourner ce témoignage.
La version officielle est un mensonge cousu de fil blanc, et les Schmitt veulent à tout prix que la vérité reste dans l'ombre. Ils ne supportent pas l'idée que tu découvres la mécanique de leur piège, comment ils te manipulent pour te briser. Appuie sur ce bouton. C'est ta seule assurance. C'est bon, tu es des nôtres maintenant. Alors je vais tout te balancer sans rien cacher. Oublie les titres des journaux et les reportages bidons qui ont raconté notre chute. Je vais te plonger dans la réalité crue, celle qui sent la sueur, l'adrénaline et la peur. Retournons seulement 2 heures en arrière, à ce moment précis où, perchés sur nos T-Max, on se prenait pour les maîtres invincibles de la cité phocéenne, les rois du bitume. 2 heures avant, le monde m'appartenait. Je pilotais mon T-Max 560 Tech Max sur l'avenue du Prado. Le moteur ronronnait comme un fauve satisfait. Le soleil tapait fort, mais je sentais la brise marine, cette caresse salée qui te fait croire que tout est possible à Marseille. Chaque coup d'accélérateur était une affirmation de ma puissance, un message envoyé à la ville entière. J était Yanis, le sec, un soldat respecté de la DZ Mafia, et la peur. Je ne la connaissais pas. J était jeune, j'avais la dalle, et le réseau me donnait tout. L'oseille, le respect, les filles, on avait la agra, cette arrogance des mecs qui partent de rien et qui pensent avoir tout conquis. On se sentait invincible, une armée de l'ombre qui contrôlait les rues, les tours, les caves. Chaque regard baissé devant nous était une victoire, chaque sirène lointaine un son familier qui ne nous concernait plus. On était au-dessus des lois des hommes, on avait les nôtres. Ce jour-là, J était habillé pour le succès, comme d'habitude. Survêtement de l'OM, celui de la saison 2021, noir et bleu, propre. Mais TN, requin, blanche, était immaculée, pas une seule trace sur le cuir. La sacoche Gucci en bandoulière contenait le strict minimum, mon téléphone crypté et les clés du scooter. J était l'image même du mec de la cité qui a réussi, celui que les petits regardent avec des étoiles dans les yeux, sans voir le prix à payer. La mission était tombée le matin même, un ordre direct des grands, un plan facile, un tout charbon, propre et rapide. Il fallait juste livrer une arme à un nouveau client. Je suis descendu dans une cave de la Castellane, une de nos planques. L'air était humide. Ça sentait la terre et la résine de cannabis. La Kalachnikov était là, posée sur une couverture, huilée et prête. Une AKM roumaine, belle et mortelle, le symbole de notre autorité dans les quartiers. Je l'ai prise en main. Elle était lourde, froide. Le poids du métal te donne une confiance malsaine, une sensation de pouvoir absolu. Pour nous, ce n'était pas juste un fusil, c'était un sceptre. Celui qui tenait la calache faisait la loi. La transaction était simple. Un client, un vieux, qui voulait équiper. 2000 € net dans la poche avant le coucher du soleil. Une affaire en or, sans risque. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment précis. Crimo m'attendait dans la Clio 4. Le moteur tournait déjà. C était mon partenaire, mon frère de galère. Plus impulsif que moi, mais fiable. On était, elle, équipe parfaite. Moi, le cerveau froid, lui, les muscles. On a mis la calache dans le coffre, bien enveloppé. En partant de la cité, le rap à fond dans la voiture, on se sentait comme des acteurs dans un film de gangsters, ignorant que le scénario avait été écrit par d'autres et qu'on était les seuls à ne pas connaître la fin. On a atteint le parking du hangar J1, près du port, un vrai no man's land. Le soleil cognait si fort que le bitume suintait, l'air vibrait au-dessus du capot de la Clio. Ça sentait le sel, le gasoil et le silence, un silence lourd, anormal pour Marseille, pas un bruit, à part le cri lointain d'une mouette et le battement de mon propre cœur dans mes tempes. Ça a été le genre d'endroit où les deals se font ou se défont, un théâtre parfait pour la merde. Crimo a coupé le contact, la chaleur a envahi l'habitacle instantanément, une étuve. On attendait, les vitres à peine entr'ouvertes. La sueur collait mon survêtement à ma peau. Crimo tapotait nerveusement le volant. Son impatience était palpable, un animal en cage. Moi, je restais calme, le sec, comme on m'appelait. Je scrutais l'horizon de béton, les entrepôts silencieux qui nous observaient, comme des géants endormis, certains que notre plan était en béton armé, aussi solide que notre réputation. Puis, une Peugeot 508 grise est apparue au loin, roulant au pas. Une voiture de père de famille, banale à en crever. Elle s'est garée à une trentaine de mètres, une distance de sécurité de lâche. Chaque détail confirmait nos certitudes.
Le client était un amateur, un type qui flippait sa race. On se sentait déjà en position de force, les rois de ce désert de goudron. L'odeur de l'argent facile commençait à nous monter à la tête, plus forte que celle du porc. Le chauffeur est descendu, seul, la cinquantaine, des cheveux grisonnants, l'air fatigué avec une vieille veste en cuir marron qui avait connu des jours meilleurs. Il avait le regard fuyant, les épaules basses. Crimo a lâché un petit rire méprisant à côté de moi. « Regarde-moi ce miskin, il a la pression. Ça va être facile, on va le plumer vite fait. » Son analyse était la mienne. On voyait une proie facile, une simple formalité avant de retourner charbonner à la cité. Dans ma tête, le film se déroulait déjà. Argent facile. On sort, on lui montre la calache pour le mettre en confiance, il nous passe la mallette pleine d'oseille et on se tire. Moins de 2 minutes, chrono en main. Je pensais déjà à la soirée, à la fête qu'on allait faire avec cette thune fraîche. La Agra nous aveuglait. Cette certitude absolue que personne ne pouvait nous tester. Surtout pas un pauvre type qui ressemblait à un patron de bar au bord de la faillite. On est sorti de la Clio, sans se presser, avec cette démarche lente et assurée de ceux qui dominent. J'ai marché vers le coffre, mes TN blanches impeccables sur le goudron brûlant. Crimo s'est posté un peu en retrait, les bras croisés, le menton levé, notre garde du corps silencieux. J'ai ouvert le coffre lentement, pour faire monter le spectacle. Le plan était simple, propre, sans bavure. On allait juste faire notre business, sans savoir qu'on venait de marcher droit dans la gueule du loup. Je m'avance vers lui, le pas lourd, la démarche de celui qui possède le terrain. Le soleil me tape dans le dos, projetant mon ombre longue et menaçante sur le goudron. J'ai le Glock froid contre ma peau, une assurance métallique. Je m'arrête à 2 mètres de lui, assez près pour qu'il sente ma domination. « Wesh tonton, t'as la moulaga? Fais voir le cash, on n'a pas toute la journée. » Je lui lance, la voix sèche, calculée pour briser n'importe quel reste de courage. L'homme ne bronche pas, pas un sursaut, pas un regard de panique. Il pose simplement sa mallette sur le capot de sa 508 et l'ouvre d'un geste lent et délibéré. À l'intérieur, des liasses de 50 €, bien rangées, parfaites. L'odeur de l'oseille fraîche me monte aux narines. Crimo, derrière moi, lâche un sifflement d'admiration. Le client lève les yeux vers moi, un regard vide, et dit d'une voix neutre « Le compte est bon, maintenant, la marchandise. » Son calme commence à me déranger. Ce n'est pas la réaction d'un type qui achète sa première arme de guerre. Il n'y a aucune excitation, aucune peur. Juste une froideur professionnelle qui ne colle pas avec son apparence de père de famille dépassé. Je me dis que c'est un bluffeur. Il joue un rôle. Je fais un signe de tête à Crimo, qui ouvre le coffre de la Clio et en sort la calache, toujours enveloppée dans sa couverture. Je prends le fusil. Le métal est brûlant sous le soleil de juillet. Je le lui tends, la crosse en avant, comme on offre un cadeau empoisonné. C'est le moment clé, celui où le rapport de force se confirme. Il va voir la bête, il va sentir son poids et il va enfin montrer la peur que j'attends. Je savoure déjà ma victoire, la petite humiliation que je vais lui infliger en le voyant trembler devant la puissance de cette ferraille. Et c'est là que tout bascule. Ses mains se posent sur l'arme. Il ne la prend pas, il la reçoit. La façon dont ses doigts trouvent immédiatement leur place, son pouce sur le sélecteur de tir, son autre main soutenant le garde-main. Ce n'est pas un amateur. Il manipule la calache avec une familiarité qui me glace le sang. Il vérifie la culasse d'un geste sec et précis. Elle, œil d'un expert qui connaît chaque pièce, chaque mécanisme. Mon sourire arrogant se fige sur mes lèvres. Le sang dans mes veines semble s'épaissir, devenir froid. Je le regarde vraiment pour la première fois. Ce ne sont pas les yeux d'un patron de bar qui a des dettes. Ce sont les yeux d'un chasseur. Des yeux qui ont vu la violence, qui la comprennent et qui la maîtrisent. La sueur qui coule sur mon front n'est plus due à la chaleur, mais à une peur primaire, animale. Je jette un regard paniqué vers Crimo. Il n'a rien vu. Il est hypnotisé par la mallette de billets, un sourire avide sur le visage. Il est déjà en train de dépenser l'argent dans sa tête. Il est à des kilomètres de la réalité qui vient de me frapper en pleine gueule. Je suis seul face à ce type qui pèse ma Kalachnikov dans ses mains comme si C était une extension de son propre corps, un outil qu'il a utilisé toute sa vie. Soudain, tous les détails qui me semblaient anodins prennent un sens terrifiant. Sa voiture banale, parfaite pour une surveillance. Sa veste en cuir usé, idéale pour dissimuler un gilet pare-balles. Son calme olympien. Ce n'est pas un client, c'est un piège.
Et nous, les grands prédateurs de la cité, on a sauté dedans la tête la première, comme des débutants. On a merdé, mais d'une force que je ne peux même pas encore mesurer. Il lève la tête de l'arme, et son regard croise le mien. Il y a un très léger sourire au coin de ses lèvres, un sourire de pitié. Le silence du parking devient assourdissant. Chaque seconde s'étire à l'infini. Le cri des mouettes au loin sonne comme une sirène funèbre. Je sens mon Glock contre ma hanche, mais je sais déjà que c'est inutile. Le jeu est terminé. On a perdu avant même d'avoir commencé à jouer. L'homme me regarde droit dans les yeux. Un calme terrifiant s'est installé sur son visage. Le léger sourire a disparu, remplacé par une expression de concentration absolue, celle d'un professionnel au travail. Il serre légèrement la Kalachnikov comme pour en tester le poids une dernière fois, et il lâche une phrase, une seule. Une phrase qui n'est pas pour moi, mais pour le vent, pour les murs, pour l'enfer qui s'apprête à se déchaîner. Elle est parfaite. C'est le signal. L'air explose. Ce n'est pas un coup de feu, c'est pire. Une lumière blanche et solide me frappe le visage, effaçant le monde, le soleil, le port. Au même instant, un son d'une violence inouïe me déchire les tympans, une détonation si puissante qu'elle me fait vibrer de l'intérieur, comme si mes os allaient en se briser. Je suis projeté en arrière, aveugle, sourd, le souffle coupé. Le monde n'est plus qu'un sifflement aigu et une douleur aveuglante. Quand ma vision commence à revenir, par flash intermittent, la première chose que je vois est le chauffeur de la 508. Il n'est plus avachi sur son siège. Il est dehors, debout, et il a changé. Le type mou et anonyme a été remplacé par une machine. Il tient un HK G36, une arme de guerre allemande, et il se déplace avec une fluidité féline, une économie de mouvement qui hurle les forces spéciales. Ce n'est pas un chauffeur, c'est un soldat des élites. Et il n'est pas seul. Deux autres silhouettes noires surgissent de derrière un conteneur rouillé, comme des fantômes nés de la chaleur du bitume. Full équipés, casqués, silencieux. Ils ne courent pas, ils glissent. Ils forment un triangle d'attaque parfait, leurs armes balayant la zone avec une précision mécanique. On n'est plus dans un deal qui a mal tourné. On est au milieu d'une opération militaire. Une putain d'intervention de la BRI en direct. Je vois Crimo, désorienté mais toujours un guerrier. Son instinct de la cité prend le dessus. Il plonge la main vers sa ceinture pour sortir son pistolet. C'est un geste qu'il a répété 1000 fois, mais aujourd'hui c'est trop lent, trop prévisible. Avant même que sa main n'ait saisi la crosse, deux claquements secs et précis déchirent l'air. Pas la détonation lourde d'une calache, non. Un son chirurgical, un double tape. Crimo s'effondre en hurlant, sa jambe pliée sous un angle impossible. Mon cerveau refuse de fonctionner. Le sifflement dans mes oreilles est assourdissant. Je suis paralysé, incapable de bouger, de penser. Mon corps entier tremble. Il y a 5 secondes, j'y étais le maître des lieux, le mec de la DZ Mafia qui faisait la loi. Maintenant, je ne suis plus rien. Juste une cible immobile au milieu d'un parking en feu. Un lapin pris dans les phares d'une voiture qui fonce à toute vitesse pour l'écraser sans pitié. Mes yeux se fixent sur le torse de mon survêtement de l'OM. Et je le vois. Un petit point rouge, minuscule, qui danse sur le logo du club, juste au-dessus de mon cœur. Un viseur laser. Il ne tremble pas, il est stable, posé sur moi avec une certitude glaçante. C'est la signature de la mort, la promesse d'une balle qui ne manquera pas sa cible. À cet instant, je comprends que le combat n'a jamais existé. Le match était truqué depuis le début. Mon Glock 17 me pèse soudain 1 tonne dans le pantalon. Cette arme qui me donnait tant de confiance, qui était le prolongement de ma Agra, n'est plus qu'un bout de métal inutile, une invitation à mourir. Mes doigts, tremblants, se desserrent. Je lève les mains très lentement, un geste universel de défaite. L'arme glisse le long de ma jambe et tombe sur le bitume brûlant avec un claquement sec et pathétique. Le son de ma propre fin. C'est fini. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, notre règne s'est achevé. Pas dans une guerre de territoire sanglante contre un autre clan, non. Il s'est évaporé face à une force supérieure, une violence organisée, légale et infiniment plus terrifiante que la nôtre. On se croyait des loups. On n'était que des agneaux qui venaient de se jeter dans l'enclos des vrais prédateurs. La partie était terminée, et on avait tout perdu. Le fracas a laissé place à un silence de mort, seulement brisé par le sifflement dans mes oreilles et les gémissements de Crimo. Le combat avait duré 4 secondes, peut-être 5, une éternité et un instant. J était face contre le bitume brûlant.
Le plastique de mon survêtement commençait à fondre sur ma peau. L'odeur de poudre et de sang se mélangeait à celle du goudron chaud. Une botte de combat, lourde et implacable, s'est posée sur ma nuque, m'enfonçant le visage dans la saleté. C était fini. Au loin, les sirènes des Schmitt ont commencé à hurler, le son familier de la défaite. La BAC est arrivée en fanfare, gyrophare tournant, pour jouer les héros sur une scène déjà nettoyée. Ils ont débarqué de leur voiture en criant des ordres, sécurisant un périmètre que les fantômes en noir contrôlaient déjà parfaitement. C était une pièce de théâtre pathétique et nous en étions les clowns humiliés. Les vrais opérateurs, eux, restaient en retrait, des ombres professionnelles observant le cirque de loin. Une ombre s'est penchée sur moi. C était lui, le vieux, le client. Son visage n'avait plus rien de fatigué. Il était taillé dans le granit, ses yeux d'un bleu glacial analysaient chaque détail. Il a ramassé mon Glock 17 tombé à terre, l'a soupesé comme un objet sans valeur, puis m'a murmuré à l'oreille, sa voix un simple souffle sec. « Tu vois, gamin, le calibre ne fait pas tout. C'est celui qui tient l'arme qui compte. » Commissaire divisionnaire, chef de la BRI. On avait essayé de vendre une calache au loup en personne. On m'a relevé brutalement, les mains tirées dans le dos avec une violence mécanique, le froid des menottes mordant mes poignets. J'ai vu Grimaud sur un brancard, le visage tordu de douleur, traité comme un paquet de viande par les secours. Autour de nous, les hommes de la BRIS évaporaient aussi discrètement qu'ils étaient apparus, laissant la place aux uniformes bleus de la police nationale. Le piège N n'était pas seulement de nous arrêter, il était de nous anéantir, de dissoudre notre agra dans l'acide de la réalité. Le reste, c'est un brouillard judiciaire. Le procès a été une formalité, une blague. Avec la calache, la thune marquée, les écoutes et leurs témoignages blindés, on n'avait aucune chance. 15 ans ferme pour trafic d'armes en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La porte du fourgon cellulaire s'est refermée sur ma jeunesse, et celle de la prison des Baumettes a scellé mon destin. La justice des hommes avait repris ses droits, et elle frappait fort. Aujourd'hui, 10 ans ont passé. 10 putains d'années. Je vous parle depuis ma cellule de 9 mètres carrés à la prison des Baumettes. L'odeur de javel et de misère a remplacé celle du sel et du porc. J'ai pris 15 ans ferme, et chaque jour, je revois le point rouge sur mon survêtement de l'OM. Grimaud, lui, est sorti, mais il marche avec une canne. Sa jambe est foutue à vie. Le temps s'est arrêté sur ce parking brûlant. Et lui, le commissaire, le faux, vieux, à la veste en cuir, je l'ai revu une fois à la télé, en arrière-plan lors d'un reportage sur un autre démantèlement. Le même regard froid, la même absence d'émotion. Il est toujours là dehors. Un fantôme qui chasse des gamins comme moi qui se prennent pour des caïds. Pour lui, ce 14 juillet, ce n'était qu'une journée de travail, une ligne de plus dans un rapport, un dossier classé. On n'était qu'un exercice. Dans la cité, on se prenait pour des lions parce qu'on avait des calaches. On faisait la loi sur notre territoire. On imposait notre respect par la peur. Mais ce jour-là, j'ai appris la vérité, la seule qui compte. On n'était pas des lions. On était juste des jeunes cons, avec de trop gros flingues. Des gamins qui se sont fait dévorer par les vrais prédateurs de la jungle, ceux qui ne font pas de bruit avant de mordre à la gorge. Alors, écoutez-moi bien. La agra, cette arrogance qu'on affichait fièrement sur nos T-Max, ça ne marche qu'avec les faibles, qu'avec ceux qui ont déjà peur de toi. N'oubliez jamais ça. Dans la rue, il y a une hiérarchie de la violence, une chaîne alimentaire. Et tout en haut, il y a des hommes comme lui, des professionnels. On a voulu jouer dans leur cours, mais on ne connaissait même pas les règles du jeu. C était perdu d'avance.